Bonjour YouTube, c'est Diamond, comment ça va les sérivores? J'espère que vous survivez en ce jour de canicule extrême. Moi c'est alerte rouge canicule en ce 24 août. Bref, on n'est pas là pour parler de météo ni de climat, ne pas confondre les deux, mais pour parler d'Ahsoka, ça rime et ça c'est tant mieux. Ahsoka donc dans l'univers de Star Wars, produit par Disney et diffusé sur Disney+, puisque après avoir découvert Ahsoka, l'unique apprenti pour rappel d'Anakin Skywalker qui deviendra Darth Vader, dans The Clone Wars et Star Wars Rebels. Alors j'ai vu que les 3 premières saisons, donc il me manque des éléments puisque la saison 4 est importante. Certains disent même que c'est un peu une sorte de saison 5 de Star Wars Rebels. Et en fait, c'est plus dans la temporalité de The Boba Fett ou de The Mandalorian. Ça se passe quelques années après la bataille de Yavin qu'on voit dans l'épisode 4. Vous voyez mes chroniques sur les autres séries Star Wars et sur Endor si vous ne les avez pas vues. Ahsoka, on l'avait aussi vu en live action, hein, justement, du coup, dans ces 2 dernières séries. Et bon, dans Boba Fett, c'était vraiment que dans l'arc The Mandalorian de Boba Fett, qui était un petit peu bizarre. Et assez logiquement, la Togruta, la plus badass de cette galaxie très lointaine, reprend du service en 2023, dans sa propre série cette fois, avec Rosario Dawson dans le rôle titre. Alors, une nouvelle série qui se déroule, alors j'ai vu, entre 9 et 10 ans après la bataille de Yavin, hein, du coup, et la dislocation de l'Empire, et le rétablissement de l'équilibre dans la Force par Vader. Mais il y a un de ses plus grands chefs de guerre, du coup, parce que Vader, en fait, il n'était pas si gradé que ça dans l'Empire, c'était un petit peu le chien d'attaque de Palpatine, ce qui n'était pas le cas de l'amiral Thrawn, ou grand amiral Thrawn. J'ai vu les 2 références, stratège de génie capable à lui seul de renverser le cours d'une guerre, qui aurait survécu, et d'anciens alliés seraient à sa recherche. Alors on va spoil les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés en même temps. Rendez-vous directement en conclusion si vous voulez juste un avis rapide comme d'habitude. Je vous mets les timers directement dans la timeline, comme ça vous pouvez cliquer dessus. Alors on commence avec un plan d'ouverture qui respecte les codes de Lucas. C'est pas le cas de toutes les séries, normalement c'est un petit peu plus réservé aux films et encore aux films qui sont numérotés, épisode 1 à 9 pour le moment, on verra. On voit pas de planète quand même, normalement il y a un petit panotage, et on a un plan sur un vaisseau, parfois sur un deuxième histoire de bien montrer les échelles, et ensuite seulement sur une planète sur laquelle on va atterrir, des fois avec un volet roulant qui se déroule vers le bas, quand on passe de l'espace à la planète, comme vous le savez. La grammaire de Lucas, bon qu'il a un peu piqué à Akira Kurosawa, hein, évidemment, mais c'est un hommage. On a une femme et un homme encapuchonnés, un peu mystérieux, qui accostent un vaisseau de la République en se présentant comme des Jedi. Bon, en vrai, dans leur descente de leur vaisseau, dans la fumée, dans la condensation, la vapeur, bon, tout pue le côté obscur dans leur arrivée. Le spectateur n'est pas dupe, de même que les personnages, même si ça va pas trop les sauver, on va voir ça. On a ce qui semble donc être un nouvel antagoniste, même si peut-être qu'on nous réservera des surprises. D'ailleurs, la lame de son sabre n'est pas tout à fait rouge, elle est plus orange foncé, semblerait que Filoni ait confirmé ce détail. Baylan Skoll, donc, qui est à peine ralenti par l'équipe de sécurité, avançant inexorablement dans les couloirs, un peu à la manière d'un Vader dans l'épisode 4, justement le début de l'épisode 4, quand ils prennent d'assaut le vaisseau de la République, où il y a Leia, ou à la toute fin, dans le dernier quart d'heure de Rogue One. Souvenez-vous, c'était bon. Après donc que les Jedi aient libéré une sœur de la nuit, une sorcière de Dathomir je crois, qui semble considérer un peu, ils ont de la révérence envers elle, qui elle semble pas leur renvoyer, donc bah de facto elle a l'air d'être la chef de leur petit trio, toujours par 2 ils vont, mais des fois il y a une sorcière en plus, en attendant qu'ils récupèrent l'amiral Thrawn, s'il existe toujours, il existe vu qu'il est au casting de toute façon, donc on sait qu'à un moment on va le voir. Donc on a aussi une séquence où Ahsoka récupère un artefact, alors ça me faisait penser un petit peu au réveil de la force, le moment où un peu scavenger ou pilleuse d'épave, je crois que c'est la traduction, de Rey qui vient récupérer des choses. Bon, alors, sauf que sur le coup Ahsoka sait ce qu'elle vient de chercher, probablement une carte, et ça nous rappelle aussi un petit peu le réveil de la force, de la carte pour retrouver quelqu'un de légendaire, mais on n'est pas sûr qu'il existe toujours, plus personne n'a de ses nouvelles, sauf que là bah, c'est aussi un antagoniste contrairement à Luke Skywalker. Même si on est pour les méchants ici, hein, généralement. Et donc on va nous présenter une Sabine en civil qui fuit son propre discours, hein, en tant que héroïne de guerre. Ouais, y a le maire de la ville qui dit oh, bon, et elle est où Sabine au fait? Bah, elle est en train de se tracer à moto avec un morceau plutôt original. Alors qui c'est Sabine pour les gens qui n'ont pas vu Rebelle? Bah, c'est une Mandalorienne. Donc vous savez, Mandalorien c'est pas
C'est pas une race, hein, puisque d'ailleurs Grogu devient Mandalorien, mais même si c'est souvent des humains qui viennent pour la plupart de la planète Mandalore, mais en fait c'est une agrégation de tribus combattantes, mercenaires, généralement plutôt du côté de l'Empire, encore que, et donc Sabine avec un historique familial un petit peu compliqué qui a fui un petit peu le destin tout tracé de... elle était quoi? Je sais plus si elle était comtesse, en tout cas elle venait d'une grande famille mandalorienne. Elle a brièvement soulevé d'ailleurs le sabre noir que l'on voit dans The Mandalorian. Et dans Rebelle, elle faisait partie de un équipage hétéroclite, justement de rebelles comme le nom l'indique, qui résiste à l'Empire. Juste avant la bataille de Yavin, c'était plus compliqué évidemment. On a des petites baisses de rythme ensuite quand Sabine rentre chez elle pour étudier l'artefact. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile, bref, on en reparlera. Des séquences qui mériteraient peut-être d'être partiellement dégraissées, mais on a quand même un truc super cool. On a une sorte de chat de l'espace avec des pattes de poulet ou un satire. Je dis souvent que tu as des cuisses de poulet. Eux, c'est littéralement, oui, je parle à ma laveuse de compagnie, ça m'arrive assez souvent. Alors ma principale source de surprise dans ces 2 premiers épisodes, c'est que peut-être qu'on le révèle dans la saison 4 de Star Wars Rebels, mais moi je ne l'ai pas vu, et je savais pas que Sabine était sensible à la Force, et qu'elle s'était faite entraîner par Ahsoka. D'ailleurs, par rapport à la Force, elle en fait jamais aucune démonstration, on la voit avec un sabre à la main, mais il n'y a pas besoin. Finn, dans, je sais plus si c'était dans l'épisode, ouais je crois que c'était dans l'épisode 7, à un moment... il manie un sabre laser, pourtant, voilà, c'est un ancien Stormtrooper. Mais c'est une arme, tout le monde peut l'utiliser, même si c'est l'arme de prédilection, traditionnellement plutôt des usagers de la Force. Ça se dit, les usagers de la Force? Je crois pas. Et donc, on a le droit à une Jedi mandalorienne, de facto. Il me semble que c'est une première, étant donné que, souvenez-vous, dans Boba Fett, Grogu, il voulait être mandalorien, mais à un moment, il reçoit l'entraînement de Luke, et Luke, il lui dit, bon, il y a le sabre d'un côté, il y a l'armure mandalorienne de l'autre, enfin, un code de maille. Va falloir faire un choix, mon gars, c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, il semblerait que ce soit un petit peu les deux à la fois. Même si, en vrai, quand on reprend The Mandalorian, après en saison 3, en saison 2 et en saison 3 d'ailleurs, finalement, Grogu, même s'il a renoncé à la voie des Jedi et embrassé celle des Mandaloriens, utilise la Force de facto. Là, par contre, c'est l'inverse. C'est une meuf qui est padawan, mais qui n'utilise pas la Force. En tout cas, pour le moment, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, ce sera sous-entendu par le droïde de... je sais plus comment il s'appelle, qui va lui dire, ouais, j'en ai vu beaucoup des Padawan. Toi, tu pues un peu la merde quand même. Au niveau de la Force, tu fais un peu pitié. Alors... j'en viens au plus gros problème que j'ai par rapport à ces 2 épisodes, que j'ai entendu personne mentionner, J'ai entendu genre, ouais, c'est trop woke, c'est trop girl power, ouais, il y a trop de femmes trop fortes, c'est trop chiant, ouais, les asiatiques, comment ça? Voilà, j'ai aussi entendu pas mal de critiques sur le rythme, sur le coup. Moi, c'est souvent une critique que je fais, ici, non, pas trop, malgré les séquences auxquelles je faisais référence. Non, le plus gros problème, c'est les rebondissements qui sont littéralement cousus de fil blanc. Non mais... meuf, évidemment que Sabine, elle allait se barrer avec ta putain de carte quand t'avais le dos tourné. D'ailleurs, le puzzle était pas super... ouais, un Rubik's Cube, c'est plus compliqué que votre carte galactique. Donc, je vois pas... Ahsoka, peut-être... fallait peut-être plus suivre au Temple Jedi pendant les cours, parce que là, ça avait l'air vraiment assez évident. Tout aussi évident que le fait qu'elle allait se faire attaquer toute seule et qu'elle allait pas être à la hauteur de la situation. Et évidemment, Ahsoka vient la sauver in extremis d'une mort certaine. D'ailleurs, bon, c'est pas passé loin sur le coup. On en arrive au combat qui clôt ce premier épisode, ce pilote. Donc le combat entre Sabine et la Jedi noire, la Jedi corrompue. Est-ce que c'est une Sith peut-être? En tout cas, on sait que son maître, c'est très très fortement sous-entendu par l'analyse de son sabre, a été un Jedi par le passé. Et vu comme il est crédité sur l'affiche du casting... c'est bien un ancien Jedi, et un Jedi corrompu, un Jedi qui est passé du côté obscur n'est pas un Sith. Bref, je vais arrêter de faire le puriste. Et donc, ouais, parlons justement de cette Jedi, j'ai oublié, Ati, c'est ça son nom de famille. Elle me fait beaucoup penser à Lana Beniko. Lana Beniko dans SWTOR, Star Wars The Old Republic. Souvenez-vous, si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, vous savez peut-être que j'ai commencé à la base en 2014 YouTube en faisant du SWTOR. Elle lui ressemble tant physiquement, le premier truc qui me frappe, que mentalement. Calme, froide, peu bavarde, efficace. Le combat, par contre, entre Vader et l'Inquisitrice dans Obi-Wan, puis revoyez ma chronique sur Obi-Wan, était bien mieux. Quelque décevante que fut cette série par ailleurs, il y avait quand même au moins 2 bons combats, et même visuellement, ce que je veux dire,
on avait des scènes, ça venait beaucoup du fait que les scènes étaient très peu éclairées et que l'éclairage venait des sabres laser rouges et bleus et qui se mélangeaient en une sorte de violet. Enfin, le travail sur les lumières était au moins assez cool. Là, on n'est pas très impressionné. Et c'est d'autant plus dommage que Natasha Liu Bordizzo, qui joue justement Sabine, elle est tout à fait capable avec une épée à la main. Elle a commencé sa carrière, souvenez-vous, pour rappel, sur Tigre et Dragon 2. Les scènes de combat à l'épée, c'est un autre niveau, on va dire. Mais ici, Sabine se fait surtout latter la gueule et prend un gros trou dans le corps. Alors, j'ai entendu, je crois que c'était Dirty Tommy qui dit « Oui, comment ça? Depuis quand? Si on se prend un coup de sabre laser, on meurt !» Ça dépend où on se le prend en fait, c'est comme prendre une balle, c'est létal, mais si ça touche pas un organe vital, on peut te soigner. Si c'est, quand tu te fais trancher la main, tu peux te faire remettre une main bionique. Bon, on peut suspendre quand même un peu notre incrédulité ici, c'est pas le principal problème que j'ai, et donc on finit cet épisode par un générique qui, que ce soit visuellement ou dans le thème un peu lancinant, redondant qu'on entend, la carte des étoiles qui se déroule sous nos yeux, qui s'anime, ça m'a fait beaucoup penser au générique de Game of Thrones et de House of the Dragon. J'ai entendu personne d'autre faire cette comparaison. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est pas du tout une stratégie pour avoir du référencement. Épisode 2 donc, la team des méchants, ils sont pas juste venus charcuter Sabine, ils sont venus aussi récupérer la carte, récupérer les données alors qu'elle venait de décrypter. Alors Ahsoka qui demande à Sabine, est-ce que tu as fait un enregistrement? Alors elle en a fait un, il a été détruit, ils ont bien pris soin d'eux, mais je me pose la question, enfin, avant même qu'elle lui demande, je me disais mais au pire, elle est partie avec, mais t'as bien une copie des données. Alors, peut-être que les données non décryptées, et surtout en l'absence de la clé physique, n'ont aucune utilité. Ça, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu plus dur, mais je vais choisir de suspendre une fois de plus mon incrédulité sur ce coup-là. Un peu plus tard, on a Ahsoka qui se fait attaquer, mais pas du tout surprendre. D'ailleurs, elle l'attendait visiblement. Alors... je sais que je reste un petit peu bloqué là-dessus, mais pourquoi dans ce cas-là, pourquoi Sabine, elle avait pas son sabre avec elle? Parce qu'elle doit courir pour aller le chercher dans son coffre. Alors oui, il l'explique un petit peu, ça fait des années qu'elle s'est pas entraînée, tout ça. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas ton armure de Mandalorian? En fait, quand t'es un peu sur le qui-vive, comme sur ce genre de mission, t'es un peu équipé. En fait, soit t'as ton armure de Mandalorian, soit t'as ton sabre. Éventuellement les deux, l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Je suis simplement déçu de voir une Mandalorian slash Jedi, même si pas tout à fait, se faire bolosser aussi facilement. Autre élément qui m'a surpris, c'est rare qu'on parle d'autres galaxies dans Star Wars. Il me semble que la seule fois où il l'ait fait, c'est dans l'ancien univers étendu, vous savez, décanonisé par Disney, mais dans lequel il pioche allègrement, Spawn d'ailleurs, c'est Timothy Zahn à la base. La seule fois où on parle d'une autre galaxie, c'était avec les Yuuzhan Vong. Est-ce qu'on va avoir des Yuuzhan Vong? Je pense pas, mais j'aurais vraiment très hâte, et c'est pas tout à fait impossible, vu qu'ils aiment beaucoup recycler les éléments qu'ils ont mis à la poubelle, donc... Ou espérons mieux, parce que c'est le reproche que je faisais dans ma critique sur Endor, voyez là, à Disney, c'est ouais, osez des trucs, osez faire vos propres matériaux, parce que quand vous essayez de prendre des anciens personnages, c'est pas forcément ouf. Alors sur le coup, Ahsoka, ouais, c'est le Lucas, parce que The Clone Wars, mais c'est le Lucas de la fin, c'est juste avant la vente, et puis la vente des droits à Disney. Le principal du développement d'Ahsoka, c'est fait dans l'ère Disney, avec Dave Filoni et compagnie, donc sur le coup... j'ai envie de dire, ça rentre pas dans le cadre de la critique que j'avais faite, et ça peut être très bien en soi. Ahsoka, même si pour le moment, c'est un peu mitigé, même si on en reparlera en conclusion, même si dans l'ensemble, je me suis pas trop ennuyé devant, mais je suis pas trop difficile en matière de SF. On me dit souvent que je suis fan de Star Wars, d'ailleurs petit point là-dessus. Je suis pas du tout fan de Star Wars, je suis ultra fan de SF, mais pour moi, Star Wars, c'est genre peut-être un petit peu ce qui se fait de moins bien en la matière. J'aime bien, hein, mais c'est que je connais tellement des milliards de trucs qui sont mieux. Petite surprise de casting, ça aussi j'ai entendu personne en parler, c'est un Peter Jacobson qu'on nous drop comme ça en superviseur de Corellia. D'ailleurs, pareil, joueur de SWTOR, ça me fait toujours plaisir de voir Corellia. Et la traversée d'ailleurs sur cette planète, la traversée du chantier qui alterne des gros plans et des travelling un peu plus distants, c'est un des rares moments vraiment cool en matière de réalisation, je trouve, sur ce coup-ci. Dites-moi vous aussi si ça fait partie des choses. Ça c'est pareil, je vais essayer d'axer un petit peu sur les éléments dont personne d'autre ne parle.
Alors que Sabine se remet de ses blessures à l'hôpital, on a une discussion entre elle et le droïde de Tano, ou Yang, du coup j'ai vérifié, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, alors qui est joué par David fucking Tennant, le 10e et 14e Docteur. Je ne sais pas si vous faites partie des enthousiastes de Doctor Who, ouais, dans la version post-2005, en tout cas plutôt, donc ça m'a fait plaisir de le voir. Je ne l'ai pas reconnu, je vous avoue, c'est vraiment en faisant 2-3 recherches, je me suis dit, mais non, mais sérieux. Et donc ouais, un dialogue qui commence de manière assez mécanique pour finir de façon presque philosophique finalement. Donc j'ai bien aimé la nature de cette discussion. Sabine, donc on nous confirme qu'il semble peu doué avec la force, sans entraînement récent, et on sous-entend que il y a eu une brouille entre elle et son maître, sa maîtresse, je ne sais pas, j'ai jamais entendu dire maîtresse Jedi, donc je ne sais pas. Il y a une brouille entre elles deux, en tout cas, on nous en parle pendant les 2 épisodes. C'est presque même une thématique principale, mais pour le moment, on nous l'explicite pas. J'imagine que ça viendra via des flashbacks ou des discussions. Petit point sur Ahsoka et ses 2 sabres blancs emblématiques. Je vous promets pas que je l'utiliserai pas pour la miniature. Alors, ouais, sur ces 2 sabres, dont un d'ailleurs est plus court que l'autre, je crois que ça s'appelle un shoto qu'on manie, généralement qu'on réserve pour la main la moins habile au combat à l'épée, où tu sacrifies, c'est un style où tu sacrifies quand même pas mal de puissance pour de la mobilité, de la rapidité, peut-être plus de parade, et aussi pour l'anecdote, Yoda il avait un seul sabre shoto étant donné que il était un peu plus de petite taille, on va dire. Alors à l'origine ces sabres, les lames qui viennent du 6e frère de l'Inquisition qu'elle avait vaincu. Ces lames, vous savez, c'est des cristaux Kyber qui ont des couleurs spécifiques, mais la couleur rouge, il faut corrompre un cristal Kyber. Elle l'a purifié. Alors, purifié et la couleur blanche, parce qu'on n'a pas vu trop d'autres Jedi, je crois, peut-être, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, on n'a pas vu trop d'autres Jedi qui avaient des Jedi ou site ou utilisateurs de la Force, voilà, c'est utilisateur de la Force, le vrai terme, qui maniait des sabres blancs, et ça montrerait son non-alignement. Elle n'est ni Sith ni Jedi, bien au contraire, source Dave Filoni lui-même. Ce combat d'Ahsoka, c'est contre un droïde qu'elle arrive à vaincre et contre un autre inquisiteur, lui qui par contre arrive à s'enfuir, qui est logiquement d'un meilleur niveau, sans transcender visuellement le spectateur, soyons tout de même honnêtes. Il y a peut-être un problème de chorégraphie, on a l'impression qu'il y a du budget dans la série, mais visuellement c'est rarement créatif, à part voilà la longue scène du chantier dont je parlais tout à l'heure. C'est fidèle visuellement, on voit qu'il y a du budget, c'est pas moche, et les combats, bon, après on va nous dire oui c'est des combats de série, il faut pas s'attendre au même niveau qu'un film numéroté. Certes, mais on a vu des séries qui faisaient mieux, alors peut-être qu'on nous le réservera pour les prochains épisodes, Par exemple, je parlais d'Obi-Wan tout à l'heure, où c'était un des seuls trucs de réussi, le combat entre Vader et Obi-Wan, et le combat entre Vader et l'Inquisitrice, qui est vraiment... C'était peut-être le meilleur combat d'ailleurs. On les a pas eu dès les premiers épisodes, donc peut-être prenons notre mal en patience en la matière, même si Ahsoka devrait déjà être formée des terres et nous montrer des choses. Et on finit ici, le 2e épisode logiquement un peu plus court, quoique une bonne trentaine de minutes, mais le premier c'était presque 1 heure. C'est peut-être pour ça que certains mentionnent des problèmes de rythme, simplement parce que c'était long et que ça les a pas intéressés, mais je suis pas tout à fait d'accord. Bref, on finit sur l'armure mandalorienne de Sabine, qui va ressortir, ainsi que son casque, se recouper les cheveux pour retrouver la haircut emblématique qu'on lui connaissait, et... Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est pas ouf comme Jedi, soyons honnêtes, qu'elle va choisir de revenir à ses racines? Paradoxalement, c'est le moment que choisit, voilà, quand elle a retrouvé l'ancienne, c'est peut-être parce qu'elle a retrouvé l'ancienne Sabine, tout simplement, c'est paradoxalement le moment où elle revient sur la voie de Mandalore que Ahsoka Tano la reprend comme Padawan. Et écoutez, pourquoi pas, je pense que c'est l'heure d'une... conclusion! Voilà, je l'avais sous la main. Conclusion, comme je le disais dans le corps de la review, dommage que les rebondissements soient ultra téléphonés comme ça. C'est peut-être moi qui regarde trop de séries, mais c'est peut-être aussi les séries qui se regardent un petit peu trop elles-mêmes. Bon bref, je dis ça, je dis rien, je le lâche comme ça. On a des méchants qui sont stylés, ça c'est important. Des méchants... Après, il faut qu'ils soient un petit peu caricaturaux, manichéens, c'est Star Wars, etc. Le bien contre le mal, blanc contre le noir, le rouge et le bleu, etc. quoi. Alors oui, des méchants stylés, sauf peut-être effectivement la sorcière qui... C'est pas que l'actrice joue mal, j'ai pas noté son nom, mais bon voilà, c'est marcher avec les mains dans le dos comme ça, d'un air digne et pincé comme ça. Bon voilà, ça suffit pas pour me vendre du rêve pour le moment. On a le regretté Ray Stevenson qui... délivre, le regretté puisqu'il est décédé il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mai, qui délivre un jeu sobre,
qui nuance son personnage. Du coup, c'est son dernier rôle. Sa crypto-acolyte est campée de manière plutôt convaincante par Ivana Sakno, actrice ukrainienne, il me semble. Je crois qu'elle avait voulu commencer sa carrière d'actrice, c'était en voyant Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, pour l'anecdote. Alors Dawson qui est toujours au top hein, pour incarner une Ahsoka moins chippie, puisque c'était son surnom, plus mature, résolu, presque sombre. D'ailleurs ce sera dit par un des personnages, voilà, on essaye de plus spoil puisque c'est la conclusion, mais il y a un des personnages qui dit bah elle a plus grand chose d'un Jedi finalement. Alors je suis en revanche un poil moins convaincu par la prestation de Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine. Mais écoutez, laissons-lui un petit peu de temps pour dévoiler son jeu. Je suis surtout aussi déçu qu'on l'ait sous-exploité au niveau des scènes de combat, des chorégraphies. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais on a toujours les mêmes critiques hein, sur YouTube qui trouvent que cette série est trop woke, hein, parce qu'il y a des héroïnes force. Pourquoi j'en parle pas spécialement? J'ai déjà fait la vanne plein de fois de « Ah, est-ce que c'est pas une série super woke ?» Et en fait, je prends le contre-pied exprès. Sur tous ces sujets, hein, vu que bah, c'est toujours un petit peu la même chose, quelle que soit la série, quel que soit le scénario, j'ai donné mon avis une fois pour toutes dans cette vidéo. Si vous souhaitez aller la voir, c'est sur That 90 Show. La série vous intéresse pas forcément, mais c'est vraiment un prétexte pour en parler. Si vous voulez avoir mon avis une fois pour toutes là-dessus. Et en plus, pareil, j'ai tout timé. Si vous voulez aller directement à la partie concernée. Revenons du coup à Ahsoka. On a une OST qui est réussie, aussi fidèle visuellement d'ailleurs, alors aussi fidèle auditivement que les visuels ne le sont à la saga d'origine. Vous savez, avec le futur vétuste, ici c'est beaucoup justement l'orchestre un peu philharmonique. Je crois pas que Williams lui-même soit la compo, mais je peux me tromper. Et il y avait un morceau surprenant, du coup, dans la scène avec Sabine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, en termes de réalisation, c'est souvent pas incroyable, à l'exception du coup d'une scène que j'ai mentionnée. Et on retrouve quand même certains gimmicks de montage. Alors on ne trouve pas tellement la transition, vous savez, en diaphragme. On voit surtout des transitions en volet déroulant, tombées en désuétude dans les années 60. Et comme je le disais tout à l'heure, que Lucas avait remis au goût du jour Akira Kurosawa. Alors je serais quand même très curieux de savoir où va nous emmener ce scénario extra-galactique, bah de préférence. Là, ils ont l'air d'être partis pour, donc voyons une autre galaxie pour la première fois dans Star Wars The Republic, parce que c'est pas... dans Star Wars The Republic, dans Star Wars tout court. Hein. Parce que c'est pareil, les Yuuzhan Vong, en fait, ils venaient d'une autre galaxie qui était qui était ravagée par la guerre. Je sais pas comment ils ont pu ravager une galaxie entière par la guerre, même si c'est ce qui est sous-entendu. Et du coup, bah, ils venaient dans celle qu'on connaît des personnages de Star Wars, qui n'est pas la Voie lactée, qui n'est jamais nommée, qui est toujours désignée comme la galaxie. Et bah écoutez, on verra où ça nous emmène, on verra si on refera des reviews. Si vous voulez que ce soit le cas, n'hésitez pas à bombarder de likes, de commentaires pour aider au référencement de cette vidéo. Je verrai si ça intéresse du monde. Et sinon, bah, peut-être que je ferai une vidéo de conclusion, un peu comme pour Fondation. On essaiera de faire ça. Ciao ciao YouTube, merci d'avoir suivi cette review en ma compagnie.